bonjour et bienvenue à tous dans l'actualité. 3 mois déjà, le mouvement des sages-femmes, mouvement de revendication pour la reconnaissance de leur métier. Un exemple à Lens dans ce journal. 4 ans après un séisme sans précédent en Haïti, le Nord n'est pas totalement absent de la reconstruction et ce grâce au secours populaire. Certaines actions ont pu être menées. Jean-Louis Calins, notre invité, nous en dira plus. Bonjour et à tout à l'heure. Et puis du football, l'effervescence bien sûr de la Coupe de France, Croix, Lille, 10 000 places en vente pour ce match qui se déroulera mardi. Une rencontre évidemment très attendue. Mais tout d'abord, l'actualité sociale, le débrayage d'une équipe du matin, celui d'une quarantaine de salariés de La Redoute à Tourcoing. Une des activités de la logistique serait transférée à Anzin. Quelles sont très précisément leurs revendications? On voit ça avec Myriam Schelcher et Patrick Duluc. Il débraye depuis 5 heures ce matin. Nous sommes à Tourcoing 5, l'un des sites logistiques de La Redoute dédié au retour des meubles. Mercredi, ces salariés ont appris le transfert d'ici la fin de l'année de leur activité à Anzin, un sous-traitant situé à 65 km de là. Pour nous, à l'heure actuelle, c'est pas possible, puisqu'effectivement, il y a 65 km aller et ça fait 130, donc 2800 km sur le mois. Pour sûrement des conditions revues à la baisse, on ne peut pas suivre, ils savent pertinemment la direction. Salaire minimum, perte du 13e mois et des primes. Les grévistes s'inquiètent des conditions de leur transfert chez le repreneur de l'activité. 150 salariés seraient concernés par cette externalisation. Annick a 52 ans, dont 37 de Redoute. Elle n'envisage pas de partir à Anzin. On veut des garanties quand même pour ceux qui partent et ceux qui restent aussi. Parce qu'à quel prix qu'on va rester? Si c'est pour dire on te met là et dans 2 ans rebelote, c'est pas la peine non plus. On a entendu parler de rémunération à la productivité, des changements d'horaires, des horaires variables, de nuit, de journée, des horaires de week-end. Tout va réellement changer pour nous et on n'est même pas sûr qu'au bout du compte, tout ça fonctionne. Lundi, ces salariés se rassembleront à Tourcoing avec leurs collègues de la Martinoire. Ce jour-là débuteront les discussions sur le volet social de la réorganisation de La Redoute. À la logistique, 700 suppressions de postes sont annoncées. Un problème qui nous concerne au premier chef, l'érosion des côtes françaises, les risques d'inondation et de submersion, on vous en a souvent parlé. Hier, le ministre de la Mer et nordiste, Frédéric Huvillier, s'est exprimé sur le sujet. Nous l'écoutons, interrogé par nos confrères de Picardie. Il y a des endroits où cette protection est non seulement légitime, nécessaire, d'abord parce qu'il y a de l'activité, où il y a de la densité de population. Il y a des endroits où la nature doit avoir ses droits et où matériellement, financièrement, le fait de conforter le littoral, le trait de côte s'avère impensable, inaccessible et où il faut accompagner, prévoir tout d'abord, planifier et accompagner d'éventuelles délocalisations d'activités. Mais tout cela s'inscrit dans le temps. Et nous devons préparer cet avenir-là. Nous ne pouvons pas laisser les collectivités. C'est le rôle aussi de l'État d'être stratège et de pouvoir donner cette mesure à la planification, à l'accompagnement et à la stratégie de façade maritime. Justice et médias, hier, la Cour d'appel de Douai a autorisé la diffusion d'un documentaire controversé sur l'autisme. Son titre, Le Mur, il avait été interdit par le tribunal de grande instance de Lille en janvier 2012 après une plainte de 3 psychanalystes. La réalisatrice lilloise Sophie Robert était soupçonnée d'avoir dénaturé leurs propos. Nous écoutons sa réaction. C'est d'abord la reconnaissance de mon travail. C'est la possibilité simplement de travailler en tant que réalisatrice et productrice, parce que le jugement de première instance avait lourdement condamné mon travail. Donc maintenant, c'est la liberté d'expression, mon droit d'informer. Je travaille depuis 2008 à réaliser une série sur la psychanalyse pour que chacun puisse comprendre le discours et la pratique psychanalytique par la bouche des psychanalystes. Les psychanalystes ont des théories extrêmement absconses. Là, le but, c'était vraiment avec eux de les amener à décrypter leurs théories, de les décrypter leurs pratiques. Où en est le mouvement des sages-femmes mobilisées depuis 3 mois pour la reconnaissance de leurs compétences? Elles demandent à changer de statut. Fin mars, c'est le calendrier fixé par le ministère pour qu'une solution soit trouvée. En attendant, quel est donc leur état d'esprit? Un exemple à Lens avec ce reportage de Florence Mabille et Sébastien Gurac.
Pour Ingrid, c'est la toute dernière consultation avant son accouchement, prévu dans 15 jours. C'est Camille, sage-femme depuis 10 ans au centre hospitalier de Lens, qui la reçoit. Les deux femmes se sont vues tous les mois pour un suivi de grossesse. La confiance est là. C'est des personnes très agréables, très compétentes, donc on apprécie de les revoir tous les mois. On sait qu'on a un suivi qui est très régulier, avec des dossiers qui sont suivis. La reconnaissance de son métier, c'est ce qu'attend Camille du mouvement de revendication qui anime sa profession depuis 3 mois. On espère aboutir pour que les sages-femmes soient mises en avant, pour que les femmes connaissent plus la présence des sages-femmes, notamment dans le suivi prénatal, également dans les visites postnatales, et puis le suivi gynécologique. L'office, le lieu où les sages-femmes se détendent et prennent une pause. Il n'y a que moi ici. Elles sont 39 ici à exercer un métier qui va des visites prénatales à l'accouchement jusqu'au suivi de naissance, des compétences multiples inscrites dans le Code de la santé publique et pourtant... On a du mal à les mettre en œuvre dans les centres hospitaliers. Alors, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Ça, c'est compliqué. Il y a des compétences croisées. Alors, croisées, c'est vrai que les médecins peuvent suivre des grossesses physiologiques, nous aussi. Après, avec le paramédical, on peut s'occuper des bébés, mais il y a les puéricultrices. Vous voyez, on est toujours deux os. Oui, voilà, c'est ça. Bon, qu'est-ce que vous avez en salle? Bertrand, 20 ans d'ancienneté, est un pionnier, l'un des premiers hommes à avoir choisi une profession longtemps réservée aux femmes. Qu'est-ce qu'il faut changer? Que la profession soit reconnue en tant que profession médicale et qu'elle ait un statut vraiment particulier au sein de l'hôpital. On arrive souvent en tant qu'aide, alors qu'on a notre indépendance. Bonjour madame, je suis la sage-femme. Ici, la vie continue pendant qu'à Paris, 4 groupes de travail poursuivent leur mission. Les sages-femmes seront-elles entendues? Réponse le 31 mars prochain avec la décision de la ministre de la Santé. Le projet Hollande est-il mal parti? Daniel Percheron, président du Conseil régional, se dit opposé à un éventuel démantèlement de la Picardie voisine. Une question qui divise les élus nordistes. Plus d'informations, c'est à lire sur notre site internet nordpas-de-calais.france3.fr. Politique, les municipales, les militants socialistes d'Arras refusent pour l'instant tout rassemblement autour de l'écologiste Hélène Flautre. Elle est désignée par le PS pour être tête de liste d'Union de la gauche. Les militants qui continuent leur campagne autour du candidat Antoine Détourné en attendant la venue et les explications du secrétaire national Harlem Désir. Et puis encore un mot de politique, les municipales à Roubaix. André Renard mènera une liste socialiste dissidente, c'est officiel depuis hier. André Renard, un conseiller municipal connu surtout pour avoir été longtemps le directeur de cabinet de l'ancien maire de la ville, René Van Dierendonck. Haïti, 4 ans. Après, personne n'a oublié les images du séisme qui avait fait 250 000 morts. Le Secours populaire s'était mobilisé. Le secrétaire général de la Fédération du Nord s'est rendu sur place il y a quelques jours. Jean-Louis Callens, vous êtes avec nous ce midi. Rappelez-nous comment cette solidarité avait pris corps à l'époque et comment les habitants du Nord-Pas-de-Calais s'étaient mobilisés. Oui, parce que d'abord, il y a le Secours populaire. Le Secours populaire, sa vocation, c'est d'aider partout dans le monde, là où il y a des difficultés, là où il y a des catastrophes, là où les gens souffrent, y compris en France, naturellement. Mais forcément, Haïti, c'est une vieille histoire avec la France et une vieille histoire avec le Secours populaire. C'est un pays qui a énormément souffert, qui souffre énormément, et puis forcément, beaucoup de Haïtiens, beaucoup de sympathisants de Haïtiens qui habitent dans cette région. Alors, qu'a-t-on fait de l'argent qui a été versé ? Ah oui, alors, ça c'est un grand programme puisque, alors, je vous rappelle, 2010, janvier 2010, c'est la catastrophe, tremblement de terre. Forcément, on contacte les partenaires du Secours populaire sur place et les besoins. Les besoins, alors, c'est tout de suite des tentes, de la nourriture. Tout ça, c'est acheminé, c'est réglé, c'est fait, c'est distribué par les partenaires du secours sur place. Et puis, forcément, vient le temps de la réhabilitation, de la reconstruction. Une école, alors? Et alors, on a dit, voilà. On va faire une école, puisque c'est la préoccupation, après la rencontre avec le ministre de l'Éducation, c'est la préoccupation principale des Haïtiens. Une école qui est sortie de terre pour 800 enfants, c'est bien ça? Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes allé sur place?
Alors ça, c'était quelque chose de formidable parce que l'école, alors c'est vrai, il y a toute l'éducation, il y a les enfants qui se réinscrivent, puisque jusque-là, ils n'étaient pas réinscrits, ils restaient chez eux. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on ne pense pas beaucoup, mais c'est la cantine. Vous savez, la cantine scolaire, on y mange. On y va, on reboit, on boit de l'eau propre. Et l'eau, alors justement, parce que ça c'est un des thèmes prioritaires pour récupérer cette eau, pour avoir accès à cette eau, c'est le prochain projet. Oui, c'est le prochain projet, une station d'eau. Une station d'eau parce que, vous savez, cette école est située à 4500 mètres, 4 km et demi de la première habitation. Et forcément, et tout en haut d'une colline. Et tous les jours, les enfants, les petits-enfants, eh bien, reprennent des bidons d'eau pour les porter chez eux. Et vous lancez aujourd'hui un nouvel appel aux dons. Voilà, on lance un nouvel appel aux dons. On va reconstruire une station, une vraie station d'eau, plus bas, près des habitations. Les habitations, c'est 15 000 habitants. Une station d'eau où les gens vont pouvoir venir chercher de l'eau, mais pas seulement, avec un petit dispensaire, avec des médecins haïtiens qui seront là pour faire de la prévention par rapport à la santé, par rapport à l'utilisation de l'eau, etc. Merci de nous avoir parlé de ce visage, pas toujours très connu, du Secours populaire. Merci beaucoup à vous. Allez, on passe au football maintenant, la Ligue 1, un match avancé de la 21e journée. Ce soir, Saint-Étienne-Lille à 21h, Lille 3e, Saint-Étienne 4e. Cette rencontre marquera peut-être un tournant dans la lutte pour la 3e place, vous savez, qui est synonyme de qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et puis, un petit mot de Coupe de France aussi, ce match programmé au Stadium mardi prochain, Croix-Lille en 16e de finale. On peut parler d'effervescence alors que la vente des billets a commencé. Notre reportage, Céline Rousseau et Myriam Schelcher. C'est pour Croix ou c'est pour Lille? C'est pour Croix. C'est pour Croix. Oui. Mais du côté Croix ou du côté Lille? Du côté Croix, je suis croisé. Voilà. Cette question, Jean-Claude la pose à tout le monde, car cette fois, Croix ne supportera pas Lille. Les clubs de foot voisins auront chacun leur tribune de supporters. 10 000 places sont en vente depuis mercredi, plus de 2 000 déjà vendues. Cette rencontre est très attendue. Je connais des gens qui jouent à Croix, donc ça va faire un peu de boost. Et pour dire que Lille sont en dessous, on va recroire au-dessus, on verra bien. C'est un peu exceptionnel d'aller voir Croix, Lille au stadium, quoi. C'est pas souvent que ça arrive, donc en étant croisien, ce serait dommage de pas y aller, quoi. Même les joueurs achètent les billets par paquet. 21 places à 15 € pour Brian Obino. Et 21. Les frères et sœurs de ma mère, des cousins, des amis des Ardennes, il y a du monde. Mes frères, donc c'est essentiellement la famille. Et c'est l'effervescence au Clubhouse. Voilà, ils attendaient la télé pour arriver et ils sont là. C'est trop bien. Voilà les maillots avec lesquels on va essayer de faire l'exploit. L'organisation de ces 16e de finale a un prix, 20 000 € pour la sécurité, 1 500 pour la location du stade, entre autres. Mais les bénéfices seront là. Je parle d'une somme rondelette pour un club comme nous, bien évidemment. Un club amateur qui pourrait toucher quasiment le tiers ou le quart de son budget sur un seul match. Ils veulent voir ma petite coupe. Tout le monde a hâte d'y être. Notre bénévole Jean-Claude, le premier. C'est ma petite fabrication pour marquer l'événement. Je me suis amusé toute la semaine à faire ça. Et c'est un grand bonheur. Les billetteries sont ouvertes de... Impossible de le rater dans les rues de Croix. Une réclame à l'ancienne, c'est l'autre magie de la Coupe de France. Merci à tous. Vous le savez, les caméras de France 3 sillonnent la région pour vous faire découvrir des endroits insolites, des trésors cachés. Nous partons ce midi près de Béthune, dans ce petit village de Ham, en Artois, la découverte d'une épicerie un peu particulière où nous attend Hélène Tonnelier. Hélène. Je suis à Ham-en-Artois, 1000 habitants et une petite épicerie un peu particulière tenue par Frédéric. Bonjour. Bonjour. Alors en fait, dans cette épicerie, vous avez aussi un atelier de marionnettes. Mais alors comment vous est venue l'idée de créer cette espèce d'endroit un petit peu surréaliste ? En fait, il me fallait un endroit pour fabriquer mes marionnettes, puisque moi je fabrique des marionnettes depuis quelques années, et pour aussi pouvoir servir à l'épicerie. Donc j'ai allié les deux. Et alors, donc là, on va aller directement dans votre atelier.
où on peut retrouver tout votre univers, parce que vous créez à chaque fois des personnages complètement fantastiques. Là, bon, on voit, il y a Gainsbourg, il y a Michael Jackson, mais il y a aussi une sorcière, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Gatalina. Et c'est quoi alors son histoire? Alors Gatalina est née le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et malheureusement, elle n'est pas aimée en fait. Et comme elle est une sorcière, elle est un peu repoussée par les hommes et elle trouve le stratagème de kidnapper les chats pour pouvoir attirer les hommes vers elle. À chaque fois, vous racontez une histoire comme ça. Quel est le processus créatif pour arriver à cette marionnette? Mais en fait, c'est vrai que tout vient dans la tête. Alors, je ne fais pas de dessin, comme je disais tout à l'heure, mais c'est les mains qui créent. Donc, vous, à la base, on a ça. Et comment ça se passe ensuite? Je prends une pâte à modeler et je modèle, donc je fais du modelage sur la tête. Et mes mains font la création. Et à partir de là, vous imaginez une histoire, des costumes? Alors, bon, j'imagine des costumes. L'histoire, en fait, j'ai la chance d'avoir un ami qui écrit très bien, qui a beaucoup d'imagination et il m'écrit mes histoires. Et on peut les retrouver donc dans des spectacles pour enfants ou des ateliers, mais on vous parle de tout ça plus en longueur sur nordpas-de-calais-matin.france3.fr. Merci beaucoup Hélène. Voilà, c'est tout pour ce midi. L'information continue dans un instant. La suite du 12-13. Merci de votre attention et on se retrouve avec plaisir ce soir à 19h. À tout à l'heure.